8h23, le second plateau de l'invité du forum. Il est en place. Clotaire Olidé, bonjour. Bonjour, monsieur Adanedian. Vous êtes expert électoral. Nous allons donc analyser l'actualité du moment. Les communales de 2020, 5 partis qualifiés et 3 qui sont rejetés. Les implications du délibéré de la Sénat. Et il est avec nous, Herman Parfait à Niamboussou, pour vous entretenir. Alors, une étape de franchie dans le processus qui nous conduit au 17 mai prochain. Clotaire Olidé, la Sénat qui a dévoilé la liste de ces partis politiques qui vont continuer donc la course. Une première analyse de votre part, les choses ont-elles été respectant les règles, les principes édictés par le code électoral? Merci, monsieur Adanedian. Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, d'avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui sont actuellement en train de subir la loi du coronavirus avec le cordon sanitaire qui a été mis en place depuis hier. Ce n'est pas facile, c'est une situation inédite et malheureusement, nous n'avons pas le choix, nous n'avons qu'à la gérer cette situation et la vie va continuer. Vous qui êtes de Paubert, vous rendre dans votre zone, ça sera compliqué désormais. Je vous avoue que j'ai tout fait pour rentrer à la limite de la mise en place du cordon le dimanche dernier. Je suis arrivé à Cotonou autour de 23h. Et je me disais que j'allais trouver peut-être une occasion d'y retourner, mais là, j'ai de grosses inquiétudes. Pour 2 semaines, ça sera compliqué. Alors, on va revenir à notre sujet du jour. On va faire avec, la vie continue et les élections s'approchent. Alors, je voudrais donc dire que nous avons tous effectivement suivi la délibération de la Sénat hier. Et désormais, nous savons, sous réserve bien entendu, de dispositions éventuellement contraires de la Cour suprême qui sera peut-être saisie par certains partis recalés. Nous savons donc qu'il y a 5 partis qui iront aux élections communales de 2020. Du 17 mai 2020, disons, en attendant peut-être que cela change. Donc, je voudrais constater que la Sénat a mené ce processus de main de maître, puisque nous avons suivi toutes les étapes qui ont été réalisées en conformité avec les dispositions du Code électoral, puisque le Code électoral a prescrit que dans un premier temps, les partis reçoivent le récépissé définitif s'ils ont respecté le dépôt des 3630 dossiers qui sont demandés à chaque parti politique qui voudrait compétir. Donc il y a eu ce premier contrôle de complétude des dossiers qui a été fait, au terme duquel il a été donné le récépissé définitif. Provisoire, pardon. Et si vous avez fait attention, déjà à ce moment, il y avait déjà eu beaucoup de difficultés pour certains partis à satisfaire déjà cette première étape. Donc c'est difficilement que le récépissé provisoire a été accordé à ces 8 partis-là. Et il fallait plus ou moins s'attendre au regard des observations qui ont été ensuite faites après étude approfondie des dossiers à certains partis. Il fallait plus ou moins s'attendre à ce que fatalement, certains n'arrivent pas à passer le dernier filtre pour avoir le récépissé définitif. Donc, personnellement, je ne suis pas très surpris. Pourquoi fallait-il s'y attendre? Parce que vous ne les voyez pas très en forme? Est-ce que vous ne les voyez pas, prêts à compétir? Non, en fait, il faut constater que nous sommes dans un contexte, c'est-à-dire ces élections communales, ce processus se tient dans un contexte qui n'est pas celui dont nous avons l'habitude. Nous sommes en train de faire les premières élections communales de l'ère des réformes politiques, des réformes de l'achat des partis politiques et du code électoral. Et vous savez, vous avez constaté qu'il y a eu plus de rigueur et plus de pièces à fournir que par le passé, première chose. Deuxième chose, la réforme du système partisan au Bénin répondait à un impératif, c'est-à-dire que l'objectif principal qui a été visé, et ça j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est de nous faire évoluer vers des partis d'envergure nationale, des partis qui couvrent toute l'étendue du territoire et qui puissent vraiment valablement jouer le rôle d'animation de la vie politique. Et donc, ceux qui ont compris très tôt l'enjeu et qui se sont ouverts ou qui se sont constitués en grands ensembles ont eu plus de facilité à sortir leur épingle du jeu que ceux qui ont voulu rester tels qu'ils étaient auparavant, ou qui sont nés jusqu'au lendemain dans la foulée de ces réformes et qui sont partis de rien. Donc quand vous faites la typologie des partis qui viennent d'obtenir le sésame,
et ceux qui ont été recalés, vous verrez que ceux qui ont obtenu le sésame, ce sont ceux qui se sont mis en grand groupe, qui ont fédéré plusieurs mouvements ou partis anciens, ou les anciens partis qui se sont rapidement mis à la tâche pour élargir leur base à travers. Alors, comment expliquez-vous qu'aucune formation politique n'ait un dossier clean dès le départ? Oui, parce que vous constatez, aux législatives, il fallait donner 83 dossiers x 2. Oui, 166 dossiers. Voilà, cette fois-ci, c'est 3630 dossiers qu'il faut constituer. Et par individu, il y a un minimum de 8 pièces à produire. Et quand on n'a pas l'habitude de cette masse de travail, il y a forcément, quel que soit le soin que vous mettrez à faire le travail, il y a forcément le risque qu'il y ait des erreurs qui se soient glissées. Donc pour ce que j'appelle les grands partis, il y a eu plus de ce genre d'erreurs. C'est-à-dire qu'on s'est trompé parfois de pièces qu'on a mises dans un ou dans l'autre dossier, ou alors on n'a pas fait attention à mettre toutes les pièces dans les dossiers. Ça fait que lorsque ces partis-là ont eu les observations, ils se sont rapidement mis à jour. Parce qu'au fond, ils disposent d'un stock de données. Contrairement, je dirais, aux autres, à d'autres, qui n'ont pas cette même qualité et quantité de choix. Parce qu'une chose est d'avoir des membres fondateurs, j'ai suivi un peu les débats qui m'ont précédé, une chose est d'avoir 1115 membres fondateurs, mais une autre est d'avoir 1500 et quelques candidats, 1800 et quelques candidats x2. Parce que ce n'est pas forcément les membres fondateurs qui sont les candidats. Oui. Pour choisir les candidats, il y a beaucoup d'autres critères qui sont pris en compte que le critère de membre fondateur. Et donc, fatalement, ça pouvait rattraper. L'examen a eu lieu, il y a eu des admis, 5 au total, des recalés, 3. Est-ce que selon vous, il y a des surprises positives comme négatives au niveau tant bien de ces recalés que de ces admis? Bon, parler de surprise, je dirais que ce serait un peu exagéré parce que tout le monde pouvait passer et tout le monde pouvait aussi être recalé. Cela dépendait essentiellement de la rigueur qui a été mise dans le travail et de la capacité de chacun à faire ce qui est demandé. Ce n'était pas évident. Même pour les grands partis, avoir un dossier clean, comme on dit, n'était pas forcément évident. Pas parce que les personnes manquaient forcément, mais parce que pour vérifier chaque dossier et vérifier 3630 dossiers, c'était pas du tout évident. C'était pas du tout évident. Donc, pour les grands partis, il n'y a pas trop de surprises parce qu'on savait qu'ils avaient le nombre qu'il fallait, mais le travail était surtout au niveau technique, alors que pour les autres, c'était aux deux niveaux. Donc, ceux qui arrivaient à régler les deux défis pouvaient passer. Et certains me paraissaient un peu sur le fil. Et donc, du coup, on peut dire que, par exemple, ce n'est pas pour les dévaloriser, je sais que c'est quand même un parti qui existait depuis. Pour l'UDBN, par exemple, ce n'était pas gagné d'avance. Donc, on peut considérer l'UDBN comme une surprise. Même le PRD, je le dis comme ça peut paraître bizarre, mais je dis même le PRD peut être considéré comme une surprise dans le cas d'espèce au regard du parcours de ce parti depuis le début des réformes de la charte des partis et du code électoral. Donc, en ce qui me concerne, sur les 5 qui ont été retenus, je crois que 3 ne constituent pas une grosse surprise, mais il y a 2 qui, tout en n'étant pas une surprise, n'étaient pas forcément partis gagnants d'avance. Justement, l'UP et le BR étaient en territoire totalement conquis. C'est les formations politiques qui ont pu prendre part aux législatives. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, en ces 3 qui ne sont pas forcément des surprises, est-ce que vous voyez dans ces formations politiques-là quand même des forces qui pourraient déranger la paisible jouissance de l'UP et du BR? Oh, qu'est-ce que vous appelez paisible jouissance? En politique, il n'y a pas de paisible jouissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les partis ont réussi à franchir le cap de la validation de leur candidature, le champ est maintenant ouvert pour tout le monde. Personne n'est parti pour être forcément en territoire conquis. C'est vrai, l'UP et le BR, pour avoir participé aux législatives, on peut dire qu'ils ont une petite longueur d'avance, mais entre les législatives et les communales, de l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de travail a été fait et aujourd'hui, on ne peut pas dire d'office que certains sont mieux lotis que d'autres. Le champ est ouvert à tout le monde
Il va s'agir maintenant pour chacun de montrer quelle est sa force de frappe sur le terrain. Clotaire dit l'aspect électoral. Pour le cas des forces groupes émergents, est-ce que c'est encore la tourmente? Qu'est-ce qui va se passer? Puis il y a des candidats qui auraient démissionné. Et ça a été confirmé d'ailleurs par votre président. Oui, mais il faut préciser qu'ils ne sont pas nombreux. Oui. Non, le nombre n'est même pas important. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, au sein de tous les partis, il y a des turbulences. Il y en a pour qui c'est très visible, et il y en a pour qui c'est beaucoup moins visible. Mais cela n'a aucun impact sur la suite du processus électoral à partir du moment où les candidatures sont validées et où la Sénat a donné les récépissés définitifs au parti. Même si vous démissionnez, ça ne fait que vous engager au sein de votre parti. La Sénat n'a plus rien à y voir, puisque c'est vous-même qui avez donné vos procurations, qui avez signé vos déclarations sur l'honneur, qui ont été transmises à la Sénat, et la Sénat a validé. Donc la Sénat a procédé à une étude sur pièces. Et dans les pièces, toutes vos pièces figurent. À partir de ce moment-là, c'est terminé, la liste est validée, les FCBE iront aux élections, quitte à ceux qui veulent démissionner, ils s'asseyent chez eux, qui ne fassent pas campagne, et puis les autres feront le travail. Leur nom figure sur la liste. L'expérience a été très, très éprouvante pour nombre de partis politiques, ou pratiquement tous les partis politiques. Est-ce que, à travers cela, pour les fois à venir, on va procéder à une relecture de ce code électoral en tant qu'expert électoral? Est-ce que vous voyez la chose venir? Sur cette question-là, je suis très réservé. Pourquoi? En réalité, est-ce que ce qui pose problème, c'est les dispositions du code électoral? À mon avis, jusqu'à présent, rien ne démontre que les acteurs impliqués dans le processus électoral ont failli. Ce qu'on constate, c'est que des partis politiques ne sont pas arrivés à satisfaire aux exigences du code électoral. Mais dans le même temps, certains partis ont réussi à y satisfaire. Si certains ont pu le faire, c'est que les autres aussi pourraient le faire. Alors, qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas pu le faire? C'est là qu'il faut aller chercher. Et c'est pour ça que je dis, chacun doit prendre l'enjeu, la mesure de l'enjeu de la réforme. Il ne s'agit pas de dire, on va continuer à faire comme d'habitude. On dit chez nous, enfants, au fait, le tam-tam a changé. Et ceux qui ont compris et qui ont adapté leur pas de danse sont en train de s'en sortir. Mais ceux qui n'ont pas encore intégré que le tam-tam a changé et qu'ils veulent continuer à jouer auparavant, c'est eux qui ont des difficultés à s'en sortir. Donc, de deux choses l'une. Soit ils s'adaptent au tam-tam au risque de disparaître, soit alors ils estiment que ce tam-tam-là est trop fort pour eux et ils laissent ceux qui peuvent danser sur le rythme du tam-tam danser. Et si demain, tous les acteurs s'entendent à nouveau pour dire, bon, ce tam-tam-là, on a suffisamment expérimenté, il faut procéder à des retouches, pourquoi pas? Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, de votre position, il n'est pas important de procéder à des retouches du code électoral à l'étape actuelle, de mon point de vue, même s'il doit y avoir des retouches, ça ne serait que des retouches, je vais utiliser un mot qui fait souvent polémique, des retouches mineures. Sinon, fondamentalement, je ne vois pas encore